Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de distinguer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Qu'est-ce qui est vendu par une bande armée ou... Parce que dans les zones minières, il y a la population locale qui est là. Et la population locale qui creuse et qui vend aux artisans, aux négociants. Dans un marché, peut-être on va y rencontrer qu'il y a ces bandes armées, il y a la population congolaise. Mais on ne sait pas sur le figure qui est bandes armées et qui ne l'est pas. C'est très difficile quand même de savoir, d'avoir une traçabilité du comptant qui n'existe pas, par exemple. C'est pas comme pour le diamant, par exemple. Je vous dis, on envoie des auditeurs externes aussi pour vérifier les dires de nos fournisseurs. Donc on est là pour en transparence vis-à-vis de nos fournisseurs. D'autre part, on envoie des équipes indépendantes ici sur place pour rendre compte. Difficile de croire que les enquêteurs de Traxys risquent leur vie pour contrôler les mines, dans un pays où ni les autorités ni les exportateurs eux-mêmes ne s'aventurent. Malheureusement, dans les zones minières, disons, je crois que vous avez fait un tour. Je ne sais pas, vous êtes arrivé jusqu'où? Parce que moi, personnellement, je ne parviens pas à m'arriver dans les zones minières parce qu'il y a toujours l'insécurité. Depuis Bruxelles, une demi-douzaine de traders comme Traxys exportent dans le monde entier. Aucun de ces négociants n'a accepté de répondre à une interview filmée. Il nous a fallu prendre rendez-vous en caméra cachée avec l'un d'eux pour trouver quelqu'un qui parle franchement. La société T est installée dans un petit village belge. Elle achète du minerai à Goma avant de le faire expédier en Asie depuis le port de Mombasa au Kenya. De cette maison. Bonjour, je viens très... Oui, tout à fait. Oui. Bonjour Patrick Forestier, comment allez-vous? Le patron a une cinquantaine d'années et cela fait 30 ans qu'il travaille avec l'Afrique. En 2003, le nom de sa société figurait lui aussi sur le rapport de l'ONU. Vous avez été cité dans le rapport de l'ONU, vous aussi? Ah oui, j'étais blanchi aussi. Les reproches étaient simples. Si on résume, indirectement, vous, par l'achat de votre matière première, vous financiez la rébellion à l'Est. On en parle encore aujourd'hui, je pense. Enfin, moi, ça a commencé, je vous dirais que c'est mon cher vieux père qui me sonne un jour et qui me dit j'entends à la radio que tu vends des mitraillettes. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'était l'extrapolation de journaux de merde ici dans le coin. Bon, bah, ça a pris de l'ampleur, et puis, après quelques mois, j'ai été contacté par un ancien agent du FBI qui était devenu inspecteur de l'ONU, et là, j'ai été les voir. Et c'est quoi comme question, alors? Ah ben, la question, il avait dans ses dossiers un document de douane congolaise qui montrait qu'il y avait 3,5 tonnes de coltan à destination de... Et bah, j'ai dit, ça what? Tout ce bruit, comme ça? Il n'y a eu aucune sanction pour lui. Affaire classée. À qui vous achetiez à l'époque? Ah mais non, mais bon, à qui j'achetais, c'était déjà le même. Attendez, aujourd'hui, quand vous achetez un lot, vous ne connaissez pas tous les intervenants, c'est pas possible. Vous connaissez la chaîne, hein? Les petits gars qui font 10 kilos, puis le petit gars qui en fait 100, et puis 500, et puis on continue, et puis on continue. Vous ne pouvez pas tous les connaître. Le fait que vous achetiez du coltan qui venaient des zones rebelles, les rebelles, ça leur permettait d'acheter des mitraillettes. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2003, depuis le rapport? Ouais.